Au milieu du froid, de la faim et de l'abandon des rues, une fille marche seule, perdue entre ombres et solitude. Parmi les sacs déchirés et le carton mouillé, elle entend un faible pleur qui ne devrait pas être là. En s'approchant, elle découvre un bébé abandonné, fragile, portant un médaillon contenant un secret inimaginable. À partir de ce moment, leur vie s'entrelace, entamant un voyage capable de tout changer à jamais. Si vous aimez les belles histoires, merci de vous abonner à notre chaîne et de dire en commentaire d'où vous venez. On continue. Dans les faubourgs grisâtres de Saint-Denis, là où Paris cesse d'être la ville lumière pour se transformer en un labyrinthe de misère et d'oubli, Manon Dubois avançait d'un pas lent mais déterminé. À 16 ans, son visage émacié portait déjà les marques d'une vie trop dure, trop injuste. Ses yeux, d'un bleu profond comme la mer qu'elle n'avait jamais vue, scrutaient chaque recoin, chaque amas de déchets, avec l'expertise d'une archéologue urbaine. La déchetterie illégale qui s'étendait à perte de vue était son territoire, son gagne-pain, son unique moyen de survie depuis que la ville avait abandonné aux soins d'elle-même. Ses mains, rougies par le froid de novembre et calleuses à force de fouiller dans les ordures, s'activaient méthodiquement, séparant le métal du plastique, le verre du carton. 10 centimes pour l'aluminium, 20 pour le cuivre, murmurait-elle, comme une litanie, un mantra qui rythmait ses journées interminables. Le froid mordant de ce matin-là s'infiltrait sous son vieux manteau rapiécé, un vestige trouvé dans une benne 3 hivers plus tôt. Manon vivait seule dans un wagon, de train abandonné sur une voie désaffectée, non loin de la déchetterie. Ce lieu était devenu son refuge après des années d'errance. À l'intérieur, elle avait aménagé un semblant de foyer avec des objets récupérés, un vieux matelas dont elle avait soigneusement recousu les déchirures, des caisses en bois transformées en étagères, des bougies pour éclairer ses nuits solitaires. Ce jour-là, comme tous les autres, elle se dirigeait vers le secteur riche de la déchetterie, là où parfois les camions déversèrent les poubelles des quartiers aisés de Paris. C'était là que Manon faisait ses meilleures trouvailles. Des objets encore utilisables, parfois même de la nourriture à peine entamée. Le gaspillage des essentiels riches était sa providence. Le vent se leva soudain, faisant tourbillonner des papiers autour d'elle. Manon resserra son écharpe effilochée autour de son cou et continua d'avancer, poussant son petit chariot de fortune rempli de trésors dérisoires. Quelques canettes, un peu de fil de cuivre arraché à un appareil électrique, des bouteilles en verre. C'est alors qu'elle l'entendit, un son si ténu qu'il semblait presque irréel, comme un mirage auditif dans ce désert de détritus. Manon s'immobilisa, inclinant légèrement la tête pour mieux percevoir. Le son reprit, plus distinct cette fois. Un gémissement. Non, un pleur, le pleur d'un enfant. Son cœur se mit à battre plus fort. Dans ce lieu où même les rats hésitaient parfois à s'aventurer, le son paraissait totalement incongru. Elle abandonna son chariot et suivit le bruit, écartant des sacs éventrés, contournant une vieille machine à laver rouillée. Le pleur venait de derrière une pile de cartons détrempés par la pluie de la veille. Manon les écarta avec précaution, redoutant ce qu'elle allait découvrir. Et là, dans une boîte en carton recouverte d'un tissu crasseux, se trouvait un bébé. Un tout petit être aux joues rougies par le froid, aux lèvres bleuies, qui pleurait faiblement comme si même l'acte de pleurer lui demandait trop d'énergie. « Mon Dieu !» murmura Manon, figée par la stupeur. Le bébé ne pouvait pas avoir plus de quelques mois. Il était enveloppé dans une couverture autrefois, blanche maintenant souillée et humide. Sans réfléchir, Manon l'extirpa délicatement de son carton et le serra contre elle, sous son manteau. Le petit corps était glacé. « Qui a pu faire ça ?» chuchota-t-elle, scrutant les alentours comme si le coupable allait surgir entre les monticules de déchets. Mais il n'y avait personne, juste le silence rompu par le souffle du vent et les faibles gémissements de l'enfant. La première pensée de Manon fut d'appeler les secours, mais elle n'avait pas de téléphone et la cabine la plus proche était à plus d'1 kilomètre. De plus, les autorités poseraient des questions, beaucoup de questions, et Manon avait appris à se méfier des questions. « Je vais te ramener chez moi », dit-elle doucement au bébé. « On va te réchauffer. Et puis on verra. » Le retour fut plus long que d'habitude. Manon dut abandonner la plupart de sa récolte du jour pour pouvoir tenir correctement le bébé contre elle, ne gardant que ce qui pouvait tenir dans ses poches. Chaque pas était mesuré, comme si elle transportait un trésor infiniment fragile.
Lorsqu'elle arriva enfin à son wagon, le jour déclinait déjà, teintant le ciel d'un orange mélancolique. À l'intérieur, elle déposa délicatement le bébé sur son matelas et s'empressa d'allumer un feu dans le petit poêle à bois qu'elle avait installé au centre du wagon. La chaleur commença lentement à se répandre. Manon défit avec précaution la couverture humide. Le bébé, un petit garçon, portait un pyjama qui avait dû être élégant, en coton doux, maintenant, souillé et froissé. En le changeant avec un vieux t-shirt propre qu'elle gardait pour les jours meilleurs, Manon remarqua quelque chose qui brillait autour de son cou. Un médaillon en argent, accroché à une fine chaîne, trop grande pour lui. Intriguée, elle l'examina de plus près. Le médaillon était orné d'un blason complexe. Un lion majestueux, surplombant 3 fleurs de lys, entourées d'inscriptions en latin qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ce n'était pas un bijou ordinaire, mais un objet de grande valeur. Probablement un héritage familial. « Qui es-tu, petit ange ?» murmura-t-elle, en berçant doucement le bébé qui avait cessé de pleurer, apaisé par la chaleur et le contact. Humain. Cette nuit-là, Manon ne dormit pas. Elle veilla sur l'enfant, lui donnant à boire de l'eau tiède sucrée avec le peu de sucre qu'elle possédait, lui parlant doucement pour le rassurer. À plusieurs reprises, elle fut tentée de partir chercher de l'aide, mais quelque chose la retenait auprès de ce petit être abandonné, comme si leur destin était désormais lié par une force invisible. Au petit matin, le bébé semblait aller un peu mieux. Ses joues avaient repris des couleurs et il gazouillait faiblement. Mais Manon savait qu'il avait besoin de soins, de nourriture adaptée, de chaleur constante, toutes choses qu'elle ne pouvait lui offrir dans la durée. Une décision s'imposait. Elle connaissait une pharmacienne dans le quartier, Madame Rousseau, une femme âgée au regard bienveillant qui parfois lui donnait des médicaments quand elle était malade, sans poser trop de questions. Peut-être pourrait-elle l'aider, lui donner des conseils, ou même connaître quelqu'un qui saurait quoi faire. Manon enveloppa soigneusement le bébé dans sa propre écharpe, la moins abîmée de ses possessions, et quitta son refuge. Le jour se levait à peine, pâle et froid, sur les faubourgs de Saint-Denis. Elle marchait d'un pas rapide mais prudent, serrant contre elle ce petit être qui, en l'espace d'une nuit, avait bouleversé son existence. Dans les rues encore désertes, ses pensées tourbillonnaient. Ce bébé n'était pas n'importe quel enfant abandonné. Le médaillon, la qualité de ses vêtements malgré leur état actuel, tout indiquait qu'il venait d'un milieu aisé. Quelque chose s'était produit, quelque chose de grave pour qu'il se retrouve dans cette déchetterie. Alors qu'elle approchait de la pharmacie, Manon sentit une étrange appréhension l'envahir. Son instinct, aiguisé par des années de survie, dans la rue, lui soufflait que sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif. Elle ignorait encore à quel point cette intuition était juste et comment ce petit être blotti contre elle allait transformer son destin à jamais. La pharmacie de Madame Rousseau se situait à l'angle de 2 rues étroites, avec sa devanture d'un verre passé et son enseigne qui grinçait au moindre souffle de vent. C'était l'un des rares commerces du quartier qui n'avait pas changé depuis des décennies, un îlot de constance dans un océan d'incertitude. Manon hésita devant la porte, le bébé serré contre elle. La pharmacie n'ouvrait officiellement qu'à 8 heures, mais elle savait que Madame Rousseau arrivait toujours plus tôt pour préparer ses ordonnances. Elle frappa timidement à la vitre, scrutant l'intérieur faiblement éclairé. Quelques instants plus tard, le visage ridé de la pharmacienne apparut derrière la porte. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Manon, puis s'agrandirent davantage lorsqu'elle aperçut le petit paquet qu'elle tenait contre elle. « Manon, qu'est-ce que tu fais là si tôt et qu'est-ce que… » Elle s'interrompit en comprenant ce que tenait la jeune fille. « Mon Dieu, entre vite !» La chaleur de la pharmacie enveloppa Manon comme une étreinte réconfortante. L'odeur familière des médicaments et des plantes séchées flottait dans l'air. Madame Rousseau, une femme de 70 ans aux cheveux blancs, toujours parfaitement coiffée, la guida vers l'arrière-boutique. « Explique-moi tout », dit-elle en désignant une chaise à Manon, tout en préparant rapidement un espace sur une table pour examiner le bébé. Manon raconta sa découverte de la veille, les pleurs faibles qui l'avaient guidée, le médaillon la nuit passée à veiller sur l'enfant. Pendant ce temps, Madame Rousseau avait délicatement pris le bébé et l'examinait avec des gestes experts. « Il est déshydraté, mais son état n'est pas critique, » diagnostiqua-t-elle. « Tu as bien fait de le garder au chaud, mais il a besoin… »
de soins médicaux appropriés et vite. Elle prépara un biberon avec une préparation pour nourrisson qu'elle gardait en stock, que le bébé but avidement. Puis elle examina le médaillon que Manon lui tendait. « Je n'ai jamais vu ce blason », admit-elle en fronçant les sourcils, « mais il semble ancien et précieux. Ce n'est pas un bijou ordinaire. » Madame Rousseau disparut un moment dans son bureau et revint avec un téléphone. « Je vais appeler quelqu'un qui pourra nous aider. Le docteur Lambert est un vieil ami, il saura quoi faire. » Pendant qu'elle téléphonait, Manon observait le bébé qui, rassasié, s'était endormi paisiblement. Une vague de tendresse inattendue la submergea. En l'espace d'une journée, ce petit être s'était frayé un chemin jusqu'à son cœur, brisant les défenses qu'elle avait patiemment érigées au fil des années. « Le docteur Lambert arrive », annonça Madame Rousseau en revenant. « Il sera là dans 15 minutes. » Elle s'assit face à Manon, son regard empreint de douceur mais aussi d'inquiétude. « Manon, tu dois comprendre que cet enfant a probablement une famille qui le cherche. Le médaillon, la qualité de ses vêtements, ce n'est pas un enfant ordinaire. » Manon hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Je sais, je veux juste m'assurer qu'il aille bien. »« Tu as fait preuve d'un courage et d'une humanité remarquables, » dit doucement la pharmacienne en posant une main ridée sur celle de Manon. Peu de gens auraient repris un tel risque. Le docteur Lambert arriva peu après. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage avenant et aux manières douces. Il examina le bébé avec minutie, confirmant qu'il était en état de déshydratation, légère mais sans danger immédiat. « Ce médaillon », murmura-t-il en observant le bijou que Madame Rousseau lui avait montré. « Je crois l'avoir déjà vu quelque part. » Il sortit son téléphone et prit une photo du blason, puis composa un numéro. « Antoine, c'est Paul, excuse-moi de te déranger si tôt, mais j'ai besoin de ton expertise en héraldique. » Pendant qu'ils conversaient à voix basse, Manon se sentait de plus en plus anxieuse. Les événements prenaient une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. Elle aurait voulu s'enfuir avec le bébé, le protéger, continuer à veiller sur lui. Mais elle savait que c'était impossible, et surtout que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour lui. « Incroyable, » dit le docteur Lambert en raccrochant. « Ce blason appartient à la famille Beaumont. Antoine en est certain. » Le nom résonna dans la petite pièce comme un coup de tonnerre. Même Manon, qui vivait coupée du monde, connaissait la famille Beaumont. Philippe Beaumont était l'un des hommes les plus riches et influents de France, propriétaire d'un empire industriel et philanthrope renommé. « Attendez, balbutia-t-elle, vous voulez dire que ce bébé est... » « Je n'en suis pas encore certain, » tempéra le médecin, mais il y a quelques jours, les médias ont rapporté la disparition du petit-fils de Philippe Beaumont, Louis. Sa fille, Mathilde, et son mari étaient dévastés. Toute la police de Paris est à sa recherche. Il reprit son téléphone et composa un nouveau numéro s'éloignant pour parler. Manon regarda le bébé endormi, essayant d'assimiler cette révélation. Comment l'héritier d'une des plus grandes fortunes de France s'était-il retrouvé abandonné dans une déchetterie de Saint-Denis? Le docteur Lambert revint, le visage grave mais ému. « J'ai parlé à un ami qui travaille avec la famille Beaumont. Il va envoyer quelqu'un immédiatement. Si c'est bien le petit Louis, tu viens peut-être de résoudre l'une des disparitions les plus médiatisées de ces dernières années, Manon. » L'attente fut interminable. Madame Rousseau prépara du thé que Manon but sans vraiment le goûter, l'esprit ailleurs. Le bébé s'était réveillé et elle le berçait doucement, savourant ses derniers moments avec lui, pressentant qu'ils allaient bientôt être séparés. Une demi-heure plus tard, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant la pharmacie. Un homme en costume sombre en descendit, suivi d'une femme élégante qui semblait au bord des larmes. Le docteur Lambert les accueillit et les guida vers l'arrière-boutique. La femme, que Manon reconnut immédiatement comme étant Mathilde Beaumont, d'après les photos qu'elle avait vues dans les journaux récupérés, s'immobilisa en voyant le bébé. Un sanglot s'échappa de ses lèvres. « Louis !» murmura-t-elle en tendant des mains tremblantes. « C'est mon fils, c'est mon Louis !» Le bébé tourna la tête vers sa mère comme s'il reconnaissait sa voix. Mathilde se précipita et le prit dans ses bras, pleurant et riant à la fois, couvrant son petit visage de baisers. Manon se leva, reculant instinctivement, comme pour s'effacer de ce tableau de retrouvailles. Une sensation étrange l'envahit, mélange de joie pour le bébé qui retrouvait sa mère et de vide immense à l'idée de ne plus jamais le revoir. L'homme en costume s'approcha d'elle. « Vous êtes Manon ?» demanda-t-il d'une voix grave.
Celle qui a trouvé et sauvé Louis ?» Elle hocha timidement la tête. « Monsieur Beaumont souhaite vous rencontrer en personne pour vous remercier, » continua-t-il. « Il m'a chargé de vous conduire à sa résidence, si vous acceptez. » Manon regarda tour à tour Madame Rousseau et le docteur Lambert, cherchant conseil. La pharmacienne lui sourit avec encouragement. « C'est une chance. »« Unique, Manon, » dit-elle doucement. « Tu mérites cette reconnaissance. » Mais Manon n'était pas certaine de vouloir de cette reconnaissance. Tout ce qu'elle avait fait, c'était suivre son instinct, son humanité. Elle n'avait pas sauvé Louis pour obtenir une récompense ou rencontrer des gens importants. « Je ne sais pas, » commença-t-elle. Mathilde Beaumont, qui berçait toujours son fils retrouvé, leva les yeux vers elle. « S'il vous plaît, » dit-elle avec une émotion palpable. « Qu'est-ce ? Mon père veut vous remercier personnellement. Et moi aussi, je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. » Quelque chose dans le regard de cette mère, cette femme qui venait de retrouver ce qu'elle avait de plus précieux au monde, toucha Manon profondément. Elle n'avait jamais connu l'amour maternel, ayant été abandonnée très jeune, mais elle pouvait en voir toute la force et la beauté dans les yeux de Mathilde Beaumont. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « J'irai. » Madame Rousseau lui prêta des vêtements plus propres, un pull bleu ciel qui avait appartenu à sa petite fille et un jean qu'elle gardait pour les dons. Manon se changea rapidement, embarrassée par cette soudaine attention. Avant de partir, elle jeta un dernier regard au bébé Louis, maintenant paisiblement endormi dans les bras de sa mère. Une partie d'elle-même partait avec lui, réalisa-t-elle. Ces quelques heures passées à le protéger avaient éveillé en elle des sentiments qu'elle croyait à jamais enfouis sous les cicatrices de sa vie difficile. « Au revoir, petit ange », murmura-t-elle si bas que personne ne l'entendit. La voiture noire l'attendait. Manon y monta avec appréhension, s'asseyant sur la banquette en cuir luxueux, si loin de son quotidien fait de carton et de métal rouillé. Mathilde et Louis montèrent dans une autre voiture. Alors que le véhicule démarrait, l'emmenant vers qu'un monde qu'elle n'avait jamais côtoyé, Manon jeta un dernier regard vers la petite pharmacie qui s'éloignait. Elle ignorait encore comment cette journée allait transformer sa vie, comment la découverte d'un bébé dans une déchetterie allait redessiner son destin de manière indélébile. Dans le ciel pâle de novembre, un rayon de soleil perça soudain les nuages comme un présage, une promesse d'espoir. Manon ferma les yeux, laissant la chaleur caresser son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa croire que peut-être, juste peut-être, la vie pouvait encore lui réserver de belles surprises. La voiture noire traversa Paris d'est en ouest, quittant les quartiers populaires pour s'enfoncer progressivement dans des avenues plus larges, bordées d'arbres et de bâtiments haussmanniens. Manon regardait défiler ce paysage inconnu, le nez collé à la vitre, comme une enfant découvrant un monde nouveau. Ils passèrent devant la Tour Eiffel, monument qu'elle n'avait jamais vu d'aussi près malgré ses 16 années passées dans la région parisienne. « C'est la première fois que vous venez dans ce quartier ?» demanda le chauffeur en croisant son regard dans le rétroviseur. Manon hocha la tête, intimidée. Elle n'avait jamais eu l'occasion de s'aventurer dans les beaux quartiers de Paris, territoire inconnu et inaccessible pour les gens comme elle. Ils quittèrent bientôt Paris pour entrer dans le Vésinet, l'une des banlieues les plus chics de Saint-Usessin, l'ouest parisien. Ici, les rues étaient bordées de platanes majestueux et les propriétés s'étendaient derrière de hautes grilles en fer forgé. La voiture ralentit devant un portail imposant, orné du même blason que celui du médaillon de Louis. « Nous sommes arrivés », annonça le chauffeur, tandis que le portail s'ouvrait silencieusement. Une allée de gravier blanc, parfaitement entretenue, menait à une demeure qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Le manoir Beaumont, avec sa façade de pierre claire, ses nombreuses fenêtres et son toit d'ardoise, se dressait au milieu d'un parc aux arbres centenaires. Des parterres de roses, défiant la saison automnale, ajoutaient des touches de couleur au paysage. La voiture s'arrêta devant un perron de marbre. Un homme en costume sombre attendait là, droit comme un nid. Il ouvrit la portière et s'inclina légèrement. « Mademoiselle Dubois, je suis Antoine Mercier, le majordome de Monsieur Beaumont. Il vous attend dans le grand salon. » Manon sortit maladroitement de la voiture, soudain consciente de son apparence. Malgré les vêtements prêtés par Madame Rousseau, elle se sentait terriblement déplacée dans ce cadre luxueux. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que l'extérieur. Des plafonds à moulures, des tapis persans,
Des tableaux de maître et des meubles d'époque composaient un décor d'une élégance intimidante. Manon suivait le majordome, essayant de ne pas trop s'attarder, de ne pas montrer son émerveillement. Antoine ouvrit une double porte et annonça d'une voix claire « Mademoiselle Manon Dubois, monsieur ». Le grand salon était une vaste pièce baignée de lumière naturelle grâce à d'immenses fenêtres donnant sur le parc. Au centre, debout près d'une cheminée en marbre où crépitait un feu réconfortant, se tenait Philippe Beaumont. Il ne ressemblait en rien à l'image que Manon s'était faite de lui. Dans les journaux qu'elle avait parfois feuilletés, il apparaissait comme un homme d'affaires austère et intimidant. Mais l'homme qui se tenait devant elle, bien que portant un costume impeccable, avait un visage empreint de douceur et des yeux qui reflétaient une profonde émotion. « Mademoiselle Dubois », dit-il en s'avançant vers elle, main tendue, « je ne trouve pas les mots pour vous exprimer ma gratitude. » Sa voix était chaude, son regard sincère. Manon serra timidement sa main, incapable de répondre. Un silence s'installa, chargé d'émotion. « Asseyez-vous, je vous en prie, » reprit-il, en désignant un canapé en velours bordeaux. « Antoine, apportez-nous du thé et quelque chose à manger pour notre invité. » Le majordome s'inclina et disparut. Manon s'assit au bord du canapé, raide comme un piquet, les mains serrées sur ses genoux. Philippe Beaumont prit place face à elle, dans un fauteuil assorti. « Ma fille et mon petit-fils viennent d'arriver. Ils se reposent à l'étage. Le médecin de la famille est avec eux. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Louis est en bonne santé grâce à vous. Vous lui avez sauvé la vie. » Manon rougit, embarrassée par ces éloges. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-elle. Un sourire triste passa sur le visage du vieil homme. « Non, pas n'importe qui. Vous vivez dans des conditions extrêmement difficiles, et pourtant, vous avez choisi de prendre soin d'un enfant inconnu au lieu de l'ignorer ou de l'abandonner à son sort. Cela témoigne d'une humanité rare, mademoiselle Dubois. » Antoine revint avec un plateau d'argent portant une théière, des tasses en porcelaine fine et une assiette de petits gâteaux. Manon n'avait jamais vu de service aussi élégant. Le majordome servit le thé avec des gestes précis, comme s'il accomplissait un rituel sacré. « Racontez-moi, » demanda doucement Philippe Beaumont, une fois qu'ils furent seuls à nouveau. « Comment avez-vous trouvé Louis ?» Manon relata alors son histoire, d'abord hésitante, puis avec plus d'assurance. Elle raconta la déchetterie, le pleur qu'elle avait entendu, le carton, le médaillon, sa nuit à veiller sur le bébé et sa décision d'aller voir Madame Rousseau à la pharmacie. Pendant qu'elle parlait, Philippe Beaumont l'écoutait avec une attention totale, comme si chaque mot était précieux. Ses yeux s'embuèrent quand elle décrivit l'état de Louis lorsqu'elle l'avait trouvé. « Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il s'est retrouvé là-bas, » dit-il d'une voix brisée par l'émotion. « La police enquête encore, mais... » Il s'interrompit, semblant peser le pour et le contre de ce qu'il allait dire. « Ma fille Mathilde et son mari Étienne sont en pleine procédure de divorce. C'est compliqué. Étienne a perdu la garde de Louis lors d'une audience préliminaire la semaine dernière. Le lendemain, alors que la nourrice promenait Louis, dans le jardin du Luxembourg, quelqu'un a distrait son attention et Louis a disparu. Manon écoutait, abasourdie. Comment un drame familial avait-il pu conduire un bébé innocent à être abandonné dans une déchetterie? « Nous avons d'abord soupçonné Étienne, » continua Philippe. Mais il était en voyage d'affaires à Singapour avec des alibis solides. La police explore toutes les pistes, y compris celle d'une vengeance d'un ancien employé mécontent ou d'une tentative d'enlèvement qui aurait mal tourné. Il soupira profondément, passant une main lasse sur son visage. Mais tout cela importe peu maintenant. Louis est sain et sauf, et c'est grâce à vous. La porte du salon s'ouvrit doucement, laissant entrer Mathilde Beaumont. Elle portait Louis dans ses bras, maintenant propre et vêtu d'une grenouillère bleue. Ses yeux étaient rougis, mais un sourire éclairait son visage. « Papa, le docteur dit que Louis va parfaitement bien. Aucune séquelle, juste une légère déshydratation. » Son regard se posa sur Manon et son sourire s'élargit. « Vous êtes celle qui a sauvé mon fils. Comment vous remercier ?» Avant que Manon puisse répondre, Louis émit un petit gazouillis, joyeux en tendant ses bras potelés vers elle. Ce geste simple toucha Manon au plus profond de son être, comme s'il la reconnaissait, comme s'il se souvenait des heures passées blotties contre elle dans le wagon froid. « Il vous reconnaît, » murmura Mathilde, émue. « Puis-je vous le confier un moment ?» Manon hocha la tête, incapable de parler.
Mathilde déposa délicatement Louis dans ses bras. Le bébé la regarda avec ses grands yeux bleus, puis sourit, révélant ses gencives roses. Un bonheur simple et pur envahit Manon, effaçant momentanément toutes les difficultés de sa vie. « Il est magnifique », dit-elle doucement en caressant la joue du bébé. « Mademoiselle Dubois », reprit Philippe Beaumont en échangeant un regard avec sa fille, « j'aimerais vous faire une proposition. » Manon leva les yeux vers lui, intriguée. « Votre acte de bravoure et de compassion nous a profondément touchés. Vous avez risqué votre propre sécurité pour sauver Louis sans rien attendre en retour. J'aimerais vous offrir un emploi ici au manoir. » Manon cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Un emploi ?»« Oui, nous cherchions justement quelqu'un pour s'occuper de Louis pendant la journée, en complément de la nourrice actuelle. Mathilde reprendra bientôt son travail à mi-temps et nous préférerions confier Louis à quelqu'un qui a déjà établi un lien avec lui. »« Mais je n'ai aucune qualification, » balbutia Manon. « Je n'ai même pas terminé l'école. »« Les qualifications peuvent s'acquérir, » sourit Philippe. « Ce qui ne s'apprend pas, c'est le cœur, l'instinct et la bonté naturelle. Et vous avez tout cela en abondance. » Mathilde s'approcha et s'assit près de Manon. « S'il vous plaît, acceptez. Louis vous a déjà adopté, c'est évident. Et vous pourriez vivre ici, au manoir. Il y a une petite dépendance dans le parc qui serait parfaite pour vous. » L'esprit de Manon tourbillonnait. Tout allait trop vite. Hier encore, elle fouillait dans les ordures pour survivre. Et aujourd'hui, on lui offrait un emploi et un toit dans l'une des plus belles propriétés de la région parisienne. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, serrant doucement Louis qui s'était endormi contre elle. « Dites oui, » encouragea Mathilde. Avec chaleur. « Vous méritez une chance, une vraie. Et Louis mérite d'avoir dans sa vie quelqu'un comme vous. » Manon regarda tour à tour Mathilde, Philippe, puis Louis. Le destin lui offrait une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Pourtant, une part d'elle hésitait encore, effrayée par ce changement. Radical ce saut dans l'inconnu. « Vous n'avez pas à répondre immédiatement, » dit doucement Philippe, percevant son trouble. « Restez ici quelques jours, le temps de réfléchir. Quoi que vous décidiez, sachez que nous vous serons éternellement reconnaissants pour ce que vous avez fait. » Manon hocha la tête, reconnaissante pour cette compréhension. Elle baissa les yeux vers Louis, paisiblement endormi dans ses bras, sa petite main agrippant fermement son doigt. Un sentiment étrange l'envahit, comme si elle avait enfin trouvé sa place, comme si tous les chemins difficiles qu'elle avait parcourus l'avaient menée exactement là où elle devait être. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Je vais rester quelques jours pour y réfléchir. » Le sourire qui illumina le visage de Mathilde valait toutes les richesses du monde. Philippe Beaumont se leva et vint poser une main paternelle sur l'épaule de Manon. « Bienvenue au manoir Beaumont, mademoiselle. Dubois, même temporairement. » En cet instant, dans ce salon luxueux si éloigné de son univers habituel, tenant dans ses bras un bébé qui avait bouleversé sa vie en l'espace d'une journée, Manon sentit qu'une page se tournait. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il contenait une promesse de lumière et d'espoir. La dépendance que Philippe Beaumont avait mentionnée se révéla être un ravissant petit pavillon niché au fond du parc. Autrefois logement du jardinier, il avait été entièrement rénové et décoré avec goût. Manon n'en croyait pas ses yeux lorsqu'Antoine, le majordome, lui en ouvrit la porte. « Voici votre nouveau chez vous, si vous acceptez notre proposition, » dit-il avec une déférence qui la mit mal à l'aise. Le pavillon comportait un salon lumineux, une petite cuisine équipée, une salle de bain en marbre et une chambre dont la fenêtre donnait sur un étang où nageaient paisiblement des canards. Chaque pièce était meublée avec élégance, dans des tons doux et apaisants. Un lit à baldaquin trônait dans la chambre, recouvert d'une couette moelleuse qui semblait inviter au repos. « C'est pour moi ?» balbutia Manon stupéfaite. « En effet, » confirma Antoine. « Madame Mathilde a fait préparer le pavillon ?» Dès votre arrivée, elle a également fait déposer quelques vêtements dans la penderie. Elle s'excuse de ne pas avoir pu vous consulter pour les tailles et les goûts, mais elle espère que cela vous conviendra provisoirement. Manon ouvrit la penderie et resta sans voix. Des robes, des jeans, des pulls, des chaussures. Tout semblait neuf et de grande qualité. Sur une étagère étaient soigneusement pliés des sous-vêtements encore dans leur emballage. Je ne peux pas accepter tout ça, »
murmura-t-elle submergée. « C'est beaucoup trop. » Antoine sourit avec bienveillance. Madame Mathilde a insisté. Elle dit que c'est le minimum qu'elle puisse faire pour remercier la personne qui a sauvé son fils. Après le départ d'Antoine, Manon resta immobile au milieu du salon, désorientée par ce brusque changement de vie. Hier encore, elle dormait sur un vieux matelas dans un wagon abandonné. Aujourd'hui, elle se retrouvait dans un pavillon digne d'un magazine de décoration. La nuit tombait doucement sur le parc. Manon s'approcha de la fenêtre et observa les lumières du manoir qui s'allumaient une à une. Tout semblait irréel, comme un rêve dont elle craignait de se réveiller. Elle décida finalement de prendre une douche, luxe qu'elle ne s'accordait que rarement dans sa vie d'avant. L'eau chaude coulant sur son corps émacié lui procura une sensation de bien-être indescriptible. Elle se lava les cheveux avec un shampoing parfumé à la lavande, s'enveloppa dans une serviette moelleuse, puis enfila un pyjama en coton qu'elle trouva plié sur le lit. Son estomac gargouilla, lui, rappelant qu'elle n'avait presque rien mangé de la journée. Comme en réponse à cette pensée, on frappa doucement à la porte. C'était une jeune femme en uniforme de domestique portant un plateau. « Bonsoir, mademoiselle. Je suis Lucie, l'une des femmes de chambre. Madame Mathilde a pensé que vous préféreriez peut-être dîner tranquillement ici ce soir, pour vous. Se reposer. » Sur le plateau se trouvait un repas simple mais appétissant. Un potage aux légumes, une quiche aux épinards et aux champignons, une salade de fruits frais et une carafe d'eau citronnée. Manon remercia Lucie, qui lui souhaita une bonne soirée avant de se retirer. Le repas était délicieux, bien loin des restes qu'elle récupérait habituellement. Manon savoura chaque bouchée, chaque gorgée, comme un trésor. Après avoir mangé, épuisée par les émotions de la journée, elle se glissa dans le lit. La douceur des draps, le confort du matelas, la chaleur de la couette. Tout contribuait à une sensation de sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. Pourtant, le sommeil tardait à venir. Son esprit tournait et retournait les événements des dernières 24 heures, essayant de donner un sens à ce qui lui arrivait. Avait-elle le droit à ce bonheur soudain? N'était-ce pas trop beau pour être vrai? Et si les Beaumont changèrent d'avis? Si tout cela n'était qu'un geste de reconnaissance temporaire? Ces questions la tourmentèrent, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte enfin, la plongeant dans un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, ce fut le chant des oiseaux qui la réveilla. Pendant un instant, elle crut être de retour dans son wagon, puis la réalité la rattrapa. Elle était au pavillon Beaumont, dans un lit confortable, propre et reposé pour la première fois depuis des années. Après s'être habillée avec des vêtements neufs, un jean, un pull bleu ciel et des ballerines, elle se rendit au manoir principal où elle avait été invitée à prendre son petit déjeuner. Mathilde l'accueillit chaleureusement dans la salle à manger, ensoleillée. Louise était installée dans une chaise haute, gazouillant joyeusement. « Avez-vous bien dormi ?» s'enquit Mathilde en lui servant une tasse de café. « Très bien, merci », répondit Manon, encore intimidée par ce cadre luxueux. « Le pavillon est magnifique, vraiment, mais c'est beaucoup trop. »« Rien n'est trop pour vous », affirma Mathilde avec sincérité. « Vous avez sauvé mon fils, Manon. Aucun mot, aucun geste ne pourra jamais exprimer pleinement ma gratitude. » Louis, en reconnaissant Manon, tendit ses petits bras vers elle, un grand sourire illuminant son visage poupin. « Il vous adore déjà », observa Mathilde, émue. « Souhaitez-vous le prendre pendant que je termine de préparer le petit déjeuner ?» Manon acquiesça et prit Louis dans ses bras. Le bébé se blottit contre elle, posant sa petite tête contre son cœur comme s'il retrouvait un refuge familier. Cette confiance spontanée, cette affection pure touchèrent Manon au plus profond de son être. Le petit déjeuner fut un moment agréable, ponctué par les gazouillis de Louis et les anecdotes que Mathilde partageait sur son fils. Manon se surprit à rire, à se détendre peu à peu, oubliant momentanément le fossé social qui la séparait de ses hôtes. Après le repas, Mathilde aborda le sujet qui, Manon le savait, ne pourrait être évité indéfiniment. « J'aimerais vous en dire plus sur le poste que nous vous proposons, si vous êtes toujours intéressé. » Manon hocha la tête, attentive. « Il s'agirait de vous occuper de Louis pendant mes heures de travail, en binôme avec Charlotte, sa nourrice actuelle. Charlotte est très compétente, mais elle approche de la retraite et ne peut plus assumer seule la garde d'un bébé aussi actif que Louis. » Mathilde lui expliqua les horaires, les responsabilités, le salaire, qui semblait astronomique à Manon,
et les avantages: logement, repas, couverture santé. De plus, ajouta Mathilde, mon père insiste pour financer vos études si vous souhaitez reprendre votre scolarité. Il est convaincu que vous avez un grand potentiel. Manon resta silencieuse, submergée par cette proposition qui dépassait ses rêves les plus fous. Une partie d'elle craignait encore que tout ceci ne soit qu'un mirage, destiné à s'évanouir dès qu'elle tendrait la main pour le saisir. « Je comprends que cela fait beaucoup à assimiler, » dit doucement Mathilde. « Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, mais sachez que cette offre vient du cœur, pas seulement de la gratitude. » À cet instant, Philippe Beaumont entra dans la pièce, majestueux dans son costume 3 pièces malgré l'heure matinale. « Ah, vous êtes là, mademoiselle Dubois. J'espère que le pavillon vous convient. »« Il est parfait, monsieur, trop parfait même. » Philippe sourit avec bienveillance. « Rien n'est trop parfait pour la personne qui a sauvé mon petit-fils. » Il s'assit face à elle, son expression devenant plus sérieuse. « Mathilde vous a-t-elle parlé de notre proposition concernant vos études ?» Manon acquiesça, intimidée par cet homme dont la simple présence semblait remplir l'espace. « J'ai pris la liberté de contacter une école privée à Saint-Germain-en-Laye, » continua-t-il. « Ils ont un programme spécial pour les élèves ayant besoin de rattraper leur retard académique. Si vous le souhaitez, vous pourriez y étudier à mi-temps, tout en travaillant ici avec Louis. Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» La question avait jailli spontanément des lèvres de Manon, trahissant son incompréhension face à tant de générosité. Philippe échangea un regard avec sa fille avant de répondre. « Savez-vous pourquoi notre famille porte ce blason avec un lion et des fleurs de lys ?» Manon secoua la tête. « C'est un héritage du Moyen-Âge. La légende familiale raconte qu'un de nos ancêtres, un simple forgeron, sauva la vie du fils d'un comte lors d'une attaque de brigands. En reconnaissance, le comte lui offrit des terres, un titre, et ce blason lui permettant ainsi de changer radicalement de vie. Il sourit, une lueur nostalgique dans le regard. Voilà pourquoi nous faisons cela. Vous avez sauvé Louis, comme ce forgeron a sauvé l'enfant du comte. Et comme lui, vous méritez que votre vie change, que les portes s'ouvrent devant vous. » Cette explication, empreinte d'histoire et de tradition, toucha Manon bien plus que tous les arguments pratiques ou les promesses matérielles. Pour la première fois, elle entrevit la possibilité que cette nouvelle vie puisse être réelle et durable, ancrée dans des valeurs profondes qui transcendaient la simple gratitude momentanée. « J'accepte, » dit-elle finalement d'une voix douce mais ferme. « J'accepte votre offre et je vous promets de faire de mon mieux pour Louis et pour moi-même. » La joie qui illumina les visages de Mathilde et Philippe valait tous les trésors du monde. Louis, comme s'il comprenait l'importance du moment, gazouilla joyeusement en tapant dans ses petites mains. « Bienvenue dans la famille, Manon, » dit Mathilde en lui serrant chaleureusement la main. Ce mot « famille » résonna en Manon comme une promesse, un espoir, une chance de recommencer. Elle qui n'avait jamais vraiment eu de famille, qui avait grandi ballottée entre foyers d'accueil et centres pour mineurs avant de se retrouver à la rue, sentit quelque chose se réchauffer en elle, une partie de son cœur qu'elle croyait à jamais glacée. Les jours qui suivirent furent consacrés à son installation et à sa familiarisation avec sa nouvelle vie. Charlotte, la nourrice, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, l'accueillit avec chaleur et commença à lui enseigner tout ce qu'elle savait sur les soins aux enfants. « Vous avez un don naturel avec lui, » observa Charlotte. Après avoir vu Manon calmer Louis lors d'une crise de larmes, certaines personnes étudient pendant des années sans jamais acquérir cette intuition que vous possédez. Peu à peu, Manon s'intégra dans la routine du manoir. Elle apprit à connaître les autres membres du personnel, Antoine le majordome, Lucie et Marie les femmes de chambre, Pierre le chauffeur, Éric le jardinier et Hélène la cuisinière qui la prenaient visiblement sous son aile, glissant toujours une part supplémentaire dans son assiette avec un clin d'œil complice. Chaque jour apportait son lot de découvertes et d'apprentissages. Manon absorbait tout comme une éponge, les soins à Louis, les codes de cette nouvelle vie, les connaissances que Philippe insistait pour partager avec elle lors des dîners, où il l'invitait régulièrement. Une semaine après son arrivée, Philippe l'emmena visiter l'école de Saint-Germain-en-Laye. L'établissement, niché dans un ancien hôtel particulier, l'impressionna par son atmosphère à la fois studieuse et bienveillante.
La directrice, Madame Lemoine, l'accueillit avec respect et lui expliqua le programme personnalisé qu'ils avaient conçu pour elle. « Vous commencerez par une évaluation de vos connaissances actuelles », expliqua-t-elle. « Puis nous établirons un plan d'études adapté à votre rythme et à vos besoins. » Sur le chemin du retour dans la voiture conduite par Pierre, Manon resta silencieuse, submergée par l'émotion. « Tout va bien ?» s'inquiéta Philippe. « Oui, » murmura-t-elle. « C'est juste que tout ceci semble trop beau pour être vrai. J'ai peur de me réveiller et de me retrouver dans mon wagon. » Philippe posa une main paternelle sur son épaule. « Ce n'est pas un rêve, Manon. C'est votre nouvelle réalité. Vous la méritez et vous vous y adapterez jour après jour. » En regardant défiler le paysage automnal par la fenêtre de la voiture, Manon se surprit à espérer, à croire en l'avenir, pour la première fois depuis bien longtemps. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, pleine de promesses et de possibilités. Il lui restait maintenant à apprendre à l'habiter pleinement, sans crainte et sans regret. Les semaines s'écoulèrent, se transformant imperceptiblement en mois. L'hiver enveloppa le manoir Beaumont de son manteau blanc, transformant le parc en un paysage féerique de givre et de neige. Pour Manon, chaque jour apportait son lot de découvertes et d'apprentissages, mais aussi de défis. Son intégration dans cette nouvelle vie ne se faisait pas sans heurts. Si Philippe et Mathilde la traitaient avec respect et chaleur, d'autres membres de leur cercle social ne voyaient en elle qu'une intruse, une fille des rues que la chance avait propulsée dans un monde auquel elle n'appartenait pas. Un soir de décembre, un dîner fut organisé au manoir pour célébrer l'anniversaire de Philippe. Manon avait été expressément invitée, ce qui avait surpris et irrité certains invités. Vêtue d'une robe bleu nuit prêtée par Mathilde, elle se sentait comme un poisson hors de l'eau parmi ces gens aux manières polissées et au langage châtié. « Alors, c'est vous, la fameuse héroïne dont tout le monde parle ?» lui demanda une femme d'un certain âge, l'examinant à travers son lorgnon comme une curiosité de foire. « Philippe nous a raconté votre histoire fascinante. » Le ton condescendant n'échappa pas à Manon, mais elle s'efforça de sourire, poliment. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, madame. N'importe qui aurait fait de même. »« Oh, j'en doute, » persifla la femme. « Peu de gens dans votre situation auraient eu ce réflexe. La plupart auraient probablement vu une opportunité de, disons, monnayer leurs trouvailles. » Le sous-entendu était clair et blessant. Manon sentit ses joues s'empourprer, autant de honte que de colère contenue. « Excusez-moi, tante Hortense, mais je dois vous emprunter Manon un instant. » C'était Mathilde qui venait à son secours, glissant un bras protecteur autour de ses épaules pour l'entraîner vers un autre groupe. Manon lui adressa un regard reconnaissant. « Ne faites pas attention. »« À elle, murmura Mathilde. Ma grand-tante Hortense appartient à une génération pour qui la valeur d'une personne se mesure à son arbre généalogique. Mais sachez que votre présence ici est légitime et souhaitée, Manon. » Ces moments de malaise et de doute étaient heureusement compensés par la relation privilégiée qu'elle développait avec Louis. Le bébé, qui avait maintenant 9 mois, s'épanouissait chaque jour davantage. Ses premiers pas, ses premiers mots, chaque petite victoire était une source de joie immense pour Manon. Elle passait des heures à jouer avec lui, à lui lire des histoires, à lui chanter des berceuses qu'elle inventait. Charlotte, qui avait d'abord observé cette relation avec une certaine réserve, s'était finalement laissée gagner par l'évidence. Manon possédait un don naturel avec les enfants. « Vous savez ce dont il a besoin avant même qu'il ne le demande », lui dit-elle un jour avec admiration. « C'est rare, même chez les mères expérimentées. » Parallèlement, Manon progressait rapidement dans ses études. 3 matins par semaine, Pierre la conduisait à l'école de Saint-Germain-en-Laye, où elle rattrapait avec une soif d'apprendre inextinguible les années de scolarité perdues. « Vous avez une capacité d'absorption remarquable », lui avait dit Madame Lemoine lors d'un entretien d'évaluation. « À ce rythme, vous pourriez obtenir votre baccalauréat d'ici 2 ans. » Cette perspective inimaginable quelques mois plus tôt remplissait Manon d'une fierté tranquille. Pour la première fois de sa vie, elle envisageait l'avenir non plus comme une menace, mais comme une promesse. Un soir de janvier, alors que la neige tombait doucement sur le parc endormi, Manon veillait sur Louis qui s'était endormi dans ses bras pendant qu'elle lui lisait une histoire. Assise dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre de la nurserie, elle contemplait le visage paisible du bébé
ému par la confiance absolue qu'il lui témoignait. « Il vous aime profondément, vous savez. » Manon sursauta légèrement. Philippe se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec un sourire bienveillant. « Excusez-moi de vous avoir fait peur, » dit-il en s'avançant. « Je passais simplement embrasser mon petit-fils avant de me coucher. » Manon se leva doucement pour déposer Louis dans son lit à barreaux, puis se retira discrètement pour laisser Philippe avec son petit-fils. Elle attendit dans le couloir, ne voulant pas partir sans dire bonne nuit. Lorsqu'il ressortit, Philippe lui fit signe de le suivre. « Marchons un peu, voulez-vous? J'aimerais vous parler. » Ils descendirent le grand escalier en silence, puis se dirigèrent vers le salon d'hiver, une pièce confortable aux murs couverts de livres où un feu crépitait dans la cheminée. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit Philippe en désignant l'un des fauteuils en cuir près de l'âtre. Manon obéit, intriguée et légèrement anxieuse. Ces derniers temps, elle avait remarqué que Philippe semblait préoccupé, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. « Comment vous sentez-vous ici, Manon? Après ces 3 mois parmi nous, la question la prit au dépourvu. « Bien, monsieur, très bien même, tout le monde est si gentil avec moi et j'adore m'occuper de Louis. »« Pas tout le monde, n'est-ce pas? » dit doucement Philippe. « J'ai remarqué comment certains de nos amis vous traitent. Je vous présente mes excuses pour cela. » Manon rougit légèrement. « Ce n'est rien, je comprends leur méfiance. Je serais probablement pareil à leur place. » Philippe secoua la tête. « Non, vous ne le seriez pas. Votre cœur est différent, Manon, plus pur d'une certaine façon. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « C'est précisément pour cette raison que je dois vous parler de quelque chose d'important. » Il se leva et alla se servir un verre de cognac qu'il fit tourner pensivement entre ses doigts avant de reprendre. La police a fait des progrès dans son enquête sur l'enlèvement de Louis. Le cœur de Manon se serra. Ce sujet était rarement abordé en sa présence, comme si tous craignaient de raviver de mauvais souvenirs. « Ils ont arrêté un homme, » continua Philippe, « un ancien employé de mon gendre, Étienne. Il a avoué avoir enlevé Louis sur ordre de son patron. » Manon étouffa un cri de surprise. « Monsieur Valois a ordonné l'enlèvement de son propre fils ?» Philippe acquiesça gravement. Selon cette monsieur, Étienne ne supportait pas d'avoir perdu la garde de Louis. Il voulait le reprendre et quitter le pays avec lui. Mais le plan a mal tourné. L'homme a paniqué après l'enlèvement, et plutôt que de ramener Louis à Étienne comme prévu, il l'a abandonné. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Manon comprenait maintenant pourquoi il semblait si tourmenté ces derniers temps. La trahison d'un proche, surtout lorsqu'elle mettait en danger un être cher, était une blessure difficile à guérir. « Étienne a tout nié, bien sûr, » reprit Philippe après avoir bu une gorgée de cognac. « Il affirme que cet homme agit par vengeance. Après avoir été licencié pour vol, l'enquête continue, mais il s'interrompit, fixant les flammes qui dansaient dans l'âtre. Mathilde est dévastée. Quel que soit leur différend, elle n'aurait jamais imaginé qu'Étienne puisse mettre leur fils en danger. » Manon restait silencieuse, assimilant ces révélations. Elle se souvenait du médaillon que Louis portait autour du cou lorsqu'elle l'avait trouvé. Comment un père pouvait-il abandonner son enfant dans de telles conditions, quelles que soient les circonstances? « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» demanda-t-elle finalement. Philippe revint s'asseoir face à elle, son regard grave plongé dans le sien. « Parce que la situation pourrait devenir compliquée dans les prochaines semaines. Il y aura des articles dans les journaux, des rumeurs, peut-être même des journalistes qui chercheront à vous interviewer. » Manon sentit l'anxiété l'envahir. L'idée d'être exposée à l'attention médiatique la terrifiait. « Ne vous inquiétez pas, » la rassura Philippe en voyant son expression. « Nous vous protégerons. Mais je voulais que vous soyez préparés, que vous compreniez ce qui se passe autour de vous. » Il marqua une pause, puis reprit d'une voix plus douce. « Et aussi parce que je vous considère désormais comme un membre de cette famille, Manon. Vous avez gagné ce droit, non seulement en sauvant Louis, mais par tout ce que vous êtes et tout ce que vous apportez à cette maison depuis votre arrivée. » Ces mots touchèrent Manon au plus profond de son être. Une famille, ce mot qu'elle avait tant rêvé de pouvoir un jour s'approprier. « Merci, » murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. « Je ferai tout pour être digne de cette confiance. » Philippe lui sourit avec chaleur. « Vous l'êtes déjà, mon enfant. Vous l'êtes déjà. » Ils restèrent ainsi un moment, partageant un silence confortable, unis par leur amour commun pour Louis et par cette nouvelle alliance que les circonstances avaient forgée entre eux.
Quelques jours plus tard, comme Philippe l'avait prédit, l'affaire éclata dans les médias. Scandale chez les Beaumont, le père accusé d'avoir commandité l'enlèvement de son fils titrait un tabloïd à sensation. D'autres journaux, plus respectables, traitèrent l'affaire avec plus de nuances, mais l'effet était le même. La famille Beaumont se retrouvait sous les feux des projecteurs. Mathilde, effondrée, se retira temporairement à la campagne, dans une propriété isolée de la famille, emmenant Louis avec elle. Elle proposa à Manon de les accompagner, mais celle-ci déclina poliment. « Vous avez besoin de temps seul avec votre fils, » lui dit-elle avec douceur. « Et moi, j'ai mes cours à suivre. Je vous rejoindrai le week-end, si vous le souhaitez. » 7. Décision révélait la maturité que Manon avait acquise ces derniers mois. Elle comprenait désormais l'importance de l'espace et du temps dans les relations humaines, et savait faire preuve de discernement là où, autrefois, elle n'aurait connu que l'instinct de survie. Au manoir, l'ambiance était lourde. Philippe passait de longues heures enfermé dans son bureau, au téléphone avec avocats et policiers. Antoine, le majordome, filtrait avec une efficacité redoutable les appels et les visiteurs indésirables. Un matin, alors que Manon revenait, près de l'école, une journaliste l'intercepta à la grille du manoir. « Mademoiselle Dubois, je suis Camille Roux, du Parisien. Pourriez-vous nous accorder quelques minutes? Le public veut connaître votre histoire. Comment vous avez sauvé le petit ?» Louis Beaumont. Manon se figea, ne sachant comment réagir. Pierre, le chauffeur, intervint immédiatement. « Mademoiselle ne souhaite pas s'exprimer, » dit-il fermement en s'interposant. « Veuillez respecter sa vie privée. » La journaliste insista, tendant un micro vers Manon. « Est-il vrai que vous viviez dans la rue avant de trouver le bébé? Comment vous sentez-vous d'être passé de la misère au luxe du jour au lendemain ?» Ces questions, posées avec une curiosité avide, blessèrent Manon. Son passé n'était pas un spectacle, sa vie n'était pas une histoire sensationnelle à vendre. « Je n'ai rien à vous dire », murmura-t-elle en baissant la tête, suivant Pierre qui l'entraînait vers la sécurité du manoir. Cette nuit-là, incapable de dormir, Manon réfléchit longuement à sa situation. Sa vie avait changé du tout au tout en quelques mois, mais, au fond, qui était-elle vraiment? La fille des rues, l'héroïne par accident, la protégée des Beaumont, toutes ces étiquettes lui semblaient à la fois vraies et incomplètes. Assise sur le rebord de sa fenêtre, contemplant le parc baigné de lune, elle prit conscience qu'elle était à un carrefour. Le passé ne la définissait plus, mais l'avenir restait à écrire, et pour la première fois de sa vie, elle avait le pouvoir de choisir la direction. Le printemps arriva, habillant le parc du manoir Beaumont de couleurs tendres et de parfums enivrants. Pour Manon, ces 6 mois passés sous la protection de la famille Beaumont semblaient à la fois une éternité et un instant fugace. Elle avait tant changé, tant appris, tant grandi intérieurement. La tempête médiatique autour de l'affaire Valois s'était peu à peu apaisée. Étienne, le père de Louis, après des semaines de dénégation, avait finalement accepté un accord avec la justice. En échange d'aveux complets, il éviterait un procès public. Il avait reconnu avoir orchestré l'enlèvement de son fils, dans l'intention de quitter le pays et de recommencer une nouvelle vie loin de la France et de son ex-femme. Mais jamais, avait-il juré, il n'avait ordonné que Louis soit abandonné. Cette décision tragique avait été prise par son complice, pris de panique après avoir appris que la police était sur ses traces. Mathilde était revenue s'installer au manoir avec Louis, refusant de se laisser abattre par ce drame. Elle avait repris son travail à la fondation familiale, consacrant son énergie à des projets caritatifs qui prenaient désormais une résonance toute particulière pour elle. Quant à Manon, elle poursuivait ses études avec une détermination tranquille, progressant à un rythme qui impressionnait ses professeurs. Parallèlement, son attachement à Louis ne cessait de grandir. Le petit garçon, qui marchait maintenant avec assurance et commençait à parler, la réclamait souvent, l'appelant « Nono », avec une tendresse qui faisait fondre tous les cœurs. Ce matin d'avril, alors que Manon préparait Louis pour sa promenade quotidienne dans le parc, Philippe frappa doucement à la porte de la nurserie. « Bonjour, vous deux », dit-il avec un sourire attendri. « Belle journée pour une balade, n'est-ce pas ?» Louis gazouilla joyeusement en reconnaissant son grand-père, tendant ses petits bras potelés vers lui. Philippe le souleva et le fit tournoyer, déclenchant des éclats de rire cristallins. « Manon,
« J'aimerais vous parler de quelque chose d'important, dit-il en reposant Louis sur le tapis de jeu. Pourriez-vous passer à mon bureau après la promenade de... Louis ? Bien sûr, monsieur, répondit Manon, intriguée par le ton inhabituellement solennel de Philippe. La promenade fut délicieuse. Le parc resplendissait sous le soleil printanier, les parterres de tulipes formant des taches colorées, parmi la verdure fraîche. Louis, captivé par chaque fleur, chaque insecte, chaque bruissement de feuilles, s'émerveillait du monde qui s'offrait à ses yeux. « Regarde, Louis, c'est un papillon », expliquait patiemment Manon alors qu'un monarque orange voltait autour d'eux. « Papillon » articulait-elle clairement. « Papy », répéta Louis avec enthousiasme, provoquant le rire de Manon. « Presque », l'encouragea-t-elle. « Tu apprends si vite, mon petit trésor. » Ces moments simples étaient devenus précieux pour Manon. Autrefois, sa vie n'était qu'une lutte constante pour la survie, chaque jour une bataille contre le froid, la faim, la peur. Aujourd'hui, elle pouvait savourer ces instants de pure joie, cette connexion profonde avec un petit être qui lui faisait une confiance absolue. Après avoir confié Louis à Charlotte pour sa sieste, Manon se dirigea vers le bureau de Philippe, le cœur légèrement anxieux. Que pouvait-il bien vouloir lui dire? Le bureau de Philippe Beaumont était à son image, élégant, imposant, mais étrangement chaleureux. Des bibliothèques en bois sombre couvraient les murs, remplis d'ouvrages, aux reliures précieuses. Un grand bureau en acajou trônait devant la fenêtre qui donnait sur le parc, et des fauteuils en cuir étaient disposés autour d'une petite table basse en verre. « Ah, Manon, entrez, je vous en prie », l'accueillit Philippe en se levant. « Asseyez-vous. Un thé, peut-être » Manon accepta poliment, s'installant dans l'un des fauteuils. Philippe prépara lui-même le thé, geste inhabituel qui trahissait une certaine nervosité. « Manon », commença-t-il en lui tendant une tasse fumante, « savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui » Surprise par cette question, elle réfléchit. Un instant. Le 15 avril, je crois. Exactement. Et savez-vous ce que cela signifie? Manon secoua la tête, perplexe. Il y a exactement 6 mois aujourd'hui que vous avez trouvé Louis et que vous êtes entré dans nos vies, expliqua Philippe, avec un sourire ému. 6 mois qui ont tout changé pour vous comme pour nous. Manon ne savait que répondre. Elle n'avait pas réalisé que cette date marquait un tel anniversaire. « Je voulais vous voir aujourd'hui pour plusieurs raisons, » continua Philippe. « D'abord, pour vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez apporté à cette famille. Votre présence ici a été une bénédiction, Manon. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Ensuite, je voulais vous parler de votre avenir. » Le cœur de Manon se serra. Allait-il lui annoncer qu'il était temps pour elle de partir, que leur arrangement touchait à sa fin? « Madame Lemoine m'a informé de vos progrès exceptionnels, » poursuivit Philippe. « Elle pense que vous pourriez passer votre baccalauréat dès l'année prochaine, avec de grandes chances de réussite. Avez-vous réfléchi à ce que vous souhaiteriez faire ensuite ?» Manon hésita. Elle avait effectivement commencé à envisager l'avenir, à rêver de possibilités qui lui semblaient autrefois inaccessibles. Mais elle n'avait jamais osé en parler, craignant de paraître présomptueuse. « J'ai pensé, peut-être, à des études d'éducation, » murmura-t-elle finalement, « pour travailler avec des enfants. Mais je ne sais pas si c'est réaliste. » Le visage de Philippe s'illumina. « C'est parfaitement réaliste, et c'est une excellente idée. Vous avez un don naturel avec les enfants, Manon. Ce serait merveilleux que vous puissiez le développer professionnellement. » Il se leva et alla chercher une enveloppe dans un tiroir de son bureau. « C'est pourquoi j'ai préparé ceci pour vous. » Manon prit l'enveloppe avec hésitation. À l'intérieur se trouvait un document officiel, rempli de termes juridiques qu'elle ne comprenait pas entièrement. « C'est une bourse d'études, » expliqua Philippe. « Elle couvrira l'intégralité de vos frais universitaires, ou que vous choisissiez d'étudier, ainsi qu'une allocation mensuelle pour vos dépenses personnelles. » Manon restait sans voix, les yeux rivés sur le document. « Ce n'est pas un cadeau, Manon, » précisa Philippe, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est un investissement dans une personne exceptionnelle qui, j'en suis certain, fera des choses remarquables avec sa vie. » Les larmes aux yeux, Manon ne savait comment exprimer sa gratitude. « Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » sourit Philippe. « Juste à accepter, si vous le souhaitez. » Il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'il semblait hésiter à exprimer. « Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, » dit-il finalement, son expression devenant plus grave. « Quelque chose de plus personnel. »
Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le parc baigné de soleil. « Vous savez que Mathilde est ma fille unique. Ma femme Élisabeth est partie il y a 15 ans, emportée par un cancer foudroyant. » Manon connaissait cette histoire tragique, que Charlotte lui avait racontée à voix basse, un soir d'hiver. « Ce que peu de gens savent, continua Philippe, c'est qu'avant Mathilde, nous avions eu une autre fille. » Il se tourna vers Manon, le visage empreint d'une douleur ancienne mais toujours vive. Elle s'appelait Claire. Elle est née prématurément, alors que nous étions en vacances à Deauville. Les complications ont été nombreuses. À cette époque, les soins néonataux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Sa voix se brisa légèrement. Claire a survécu, mais les médecins nous ont dit qu'elle souffrirait toute sa vie de graves problèmes de santé. Élisabeth et moi, nous étions jeunes, effrayés, mal conseillés. Nous avons fait ce que beaucoup de gens faisaient à l'époque, avec des enfants gravement handicapés. Nous l'avons confié à une institution spécialisée. Manon écoutait, le cœur serré, se demandant pourquoi Philippe lui racontait cette histoire douloureuse. Pendant des années, nous lui avons rendu visite régulièrement. Puis Élisabeth est tombée enceinte de Mathilde, notre entreprise a pris de l'ampleur, la vie est devenue plus complexe, nos visites se sont espacées. Et un jour, l'institution nous a informé que Claire était partie pendant son sommeil, paisiblement. Il retourna s'asseoir face à Manon, son regard plongé dans le sien avec une intensité troublante. Du moins, c'est ce que nous avons cru pendant 30 ans, jusqu'à ce que je reçoive, il y a quelques semaines, une lettre d'une ancienne infirmière de cette institution, aujourd'hui fermée, une lettre qui a bouleversé toutes mes certitudes. Manon retenait son souffle, pressentant que quelque chose d'important allait être révélé. Claire n'est pas morte, Manon. L'institution a menti. À cette époque, certains établissements pratiquaient des arrangements. Des enfants abandonnés ou placés étaient parfois transférés vers des orphelinats ordinaires sans que les parents biologiques en soient informés. L'infirmière qui m'a écrit était jeune à l'époque, elle n'a pas osé parler. Mais aujourd'hui, à la fin de sa vie, elle a voulu libérer sa conscience. Philippe sortit de sa poche une photographie jaunie qu'il tendit à Manon. « Voici Claire, à l'âge de 2 ans, la dernière photo que nous avons d'elle. » Manon prit la photo avec précaution. Elle montrait une petite fille aux grands yeux bleus et aux boucles brunes, assise dans un fauteuil roulant adapté. Malgré son jeune âge et son apparente fragilité, il y avait dans son regard une vivacité, une lumière indéniable. « J'ai immédiatement engagé des détectives privés, » poursuivit Philippe. Ils ont retrouvé sa trace, suivant un parcours chaotique d'orphelinat en famille d'accueil. Claire a eu une vie difficile, Manon. Très difficile. Il prit une profonde inspiration. Les détectives ont découvert qu'elle avait eu une fille, à l'âge de 17 ans, une fille qu'elle a dû abandonner faute de moyens pour l'élever. Cette fille a elle-même été ballottée d'une institution à l'autre, avant de se retrouver à la rue. Le cœur de Manon commençait à battre plus fort, un pressentiment étrange l'envahissant. « Manon, » dit doucement Philippe, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Cette fille, c'est vous. Vous êtes la petite fille que je croyais ne jamais connaître. » Le monde sembla s'arrêter autour de Manon. Les mots de Philippe résonnaient dans sa tête, comme un écho lointain, incompréhensible. « C'est impossible, » balbutia-t-elle finalement. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Philippe lui tendit un autre document. « Test ADN. Discrètement réalisé à partir d'un de vos cheveux trouvés sur l'écharpe que vous aviez prêtée. »« Ah oui, je sais que c'était une intrusion dans votre vie privée et je vous demande pardon. Mais je devais savoir. » Manon fixait le document, incapable d'assimiler pleinement ce qu'il signifiait. Elle, Manon Dubois, fille de personne, enfant des rues, était en réalité la petite fille de Philippe Beaumont. « Où est Claire maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le visage de Philippe s'assombrit. Nous la cherchons toujours. Les dernières traces remontent à il y a 5 ans, dans un centre d'hébergement à Marseille. Mais nous ne perdons pas espoir. Il se pencha vers elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. Manon, je comprends que cette révélation est bouleversante. Je ne m'attends pas à ce que vous m'acceptiez immédiatement comme votre grand-père. Mais sachez que pour moi, cette découverte est un miracle qui me donne une chance de réparer, au moins en partie, les erreurs du passé. Manon restait silencieuse, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Colère, confusion, incrédulité,
mais aussi quelque part au fond d'elle, une étrange sensation de complétude, comme si une pièce manquante du puzzle de sa vie venait enfin de trouver sa place. « Je vais avoir besoin de temps, » murmura-t-elle, finalement, pour comprendre tout cela. « Bien sûr, » acquiesça Philippe, « prenez tout le temps nécessaire. Rien ne change si vous ne le souhaitez pas. Votre place ici est assurée, quoi que vous décidiez. » Il hésita un instant, puis ajouta « Il y a une dernière chose que je dois vous montrer. » Il se dirigea vers un tableau accroché au mur, un portrait d'homme en costume d'époque. Derrière le cadre se trouvait un petit coffre-fort qu'il ouvrit rapidement. Il en sortit un écrin de velours bleu nuit. « Ceci appartenait à Élisabeth, » dit-il en revenant vers Manon. « Elle aurait voulu que sa petite fille l'ait un jour. » Il ouvrit l'écrin, révélant un médaillon en argent. Le même médaillon que Louis portait lorsque Manon l'avait trouvé dans la déchetterie. « Le blason des Beaumont », murmura Philippe. « Ce médaillon se transmet de génération en génération. Mathilde en a un, Louis en a reçu un à sa naissance. Et celui-ci vous revient de droit. » Manon regarda le bijou, fascinée et troublée à la fois. Ce symbole d'appartenance, de filiation, qu'elle avait découvert au cou d'un bébé abandonné dans un tas d'ordures, était aussi le sien. « Je ne peux pas l'accepter, » dit-elle doucement. « Pas maintenant, pas avant. Pas avant d'avoir retrouvé votre mère, » compléta Philippe avec compréhension. « Je respecte cela, Manon. Le médaillon attendra que vous soyez prête. » Il referma l'écrin et le posa sur la table basse. « Quoi que vous décidiez, sachez que je suis immensément fier de la femme que vous êtes devenue, malgré toutes les épreuves que la vie a mises sur votre chemin. Et je serai toujours là pour vous, que vous m'acceptiez comme grand-père ou simplement comme ami. » Manon se leva, les jambes tremblantes. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour assimiler cette révélation qui bouleversait tous ses repères. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle. Philippe acquiesça avec un sourire empreint de tristesse et d'espoir mêlés. « Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire. » Manon quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Dans le couloir, elle croisa Mathilde qui portait Louis dans ses bras. Le petit garçon tendit immédiatement les bras vers elle, gazouillant joyeusement. « Nono, Nono !» Mathilde lui sourit. « Il vous réclame depuis son réveil. Voulez-vous le prendre ?» Manon hésita un instant, puis tendit les bras. Louis s'y blottit avec confiance, posant sa petite tête contre son cœur. Ce geste simple, cette chaleur, familière ancra Manon dans le présent, l'empêchant de se perdre dans le tourbillon de son passé nouvellement révélé. « Ça va, Manon ?» s'inquiéta Mathilde, percevant son trouble. « Vous êtes toute pâle. »« Oui, j'ai juste besoin d'un peu d'air frais, » répondit Manon avec un sourire forcé. « Je vais emmener Louis faire un tour dans le parc, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr, » acquiesça Mathilde. « Le grand air vous fera du bien à tous les deux. » Dehors, le soleil printanier caressait doucement le parc verdoyant. Manon marchait lentement, Louis gazouillant dans ses bras, son petit doigt serrant le médaillon qu'il portait toujours autour du cou. « Tu savais, toi ?» murmura-t-elle au bébé qui la regardait avec ses grands yeux innocents. « Tu savais que nous étions liés par bien plus que le hasard ?» Louis sourit comme s'il comprenait, et posa sa petite main sur la joue de Manon dans un geste d'une tendresse infinie. 1 an s'était écoulé depuis les révélations bouleversantes de Philippe. Une année de recherche, d'espoir, de déception, mais aussi de croissance et d'acceptation pour Manon. L'été baignait à nouveau le manoir Beaumont d'une lumière dorée. Dans le parc verdoyant, Louis, qui avait maintenant presque 2 ans, courait joyeusement derrière un papillon, ses boucles blondes dansant au vent. Manon le surveillait d'un œil attentif, assise sur un banc à l'ombre d'un érable centenaire. « Attention, Louis, pas trop près de l'étang » appela-t-elle doucement. Le petit garçon se retourna et lui adressa un sourire éclatant avant de changer de direction, obéissant mais toujours aussi plein d'énergie. Manon sourit, emplie d'une tendresse infinie, pour cet enfant qui avait changé sa vie. « Il vous adore, vous savez ?» Manon sursauta légèrement. Absorbée par sa surveillance de Louis, elle n'avait pas entendu Mathilde approcher. La jeune femme s'assit à côté d'elle sur le banc, élégante dans sa robe d'été bleu pâle. « J'ai parfois l'impression qu'il vous préfère à moi », ajouta Mathilde, avec un sourire qui montrait qu'elle n'en prenait pas ombrage. « C'est différent, » répondit Manon. « Vous êtes sa mère, moi je suis... » Elle s'interrompit, ne sachant comment définir exactement son rôle auprès de Louis. Plus qu'une nounou, moins qu'une mère.
une présence constante et aimante qui avait grandi en importance au fil des mois. « Vous êtes sa nono », compléta Mathilde avec douceur, « une personne unique et irremplaçable dans sa vie. » Elles regardèrent en silence Louis qui s'était accroupi pour observer avec fascination une colonie de fourmis. « Papa m'a dit que les détectives avaient de nouvelles pistes concernant Claire, » dit finalement Mathilde, abordant le sujet, qui occupait les pensées de tous depuis des mois. Manon hocha la tête. Ils pensent l'avoir localisée à Nice. Une femme correspondant à sa description travaille dans un petit café près du port. Philippe y est allé hier. « Je sais. Il vient de m'appeler, » dit Mathilde en prenant doucement la main de Manon. « C'est elle, Manon. » Il a reconnu Claire immédiatement. Le cœur de Manon s'emballa. Après des mois de recherches infructueuses, de fausses pistes et d'espoirs déçus, la nouvelle semblait presque trop belle pour être vraie. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Mieux que ce que nous craignions, » répondit Mathilde. « Elle a eu une vie difficile, mais elle s'en est sortie. Elle est forte, comme vous. » Manon ferma les yeux un instant, assaillie par une vague d'émotions contradictoires. Depuis un an, elle s'était préparée à cette possibilité, à cette rencontre avec la femme qui l'avait mise au monde, puis abandonnée. Mais maintenant que le moment approchait, elle se sentait terriblement vulnérable. « Papa lui a parlé de vous, » continua doucement Mathilde. « Elle ignorait que vous aviez survécu. À l'orphelinat, on lui avait dit que vous n'aviez pas passé la première semaine. » Cette révélation frappa Manon comme un coup physique. Toute sa vie, elle avait porté le poids de l'abandon, croyant que sa mère l'avait délibérément laissée. Apprendre que Claire avait, elle aussi, été victime d'un mensonge cruel changeait tout. « Elle veut vous rencontrer », ajouta Mathilde. « Mais elle comprendra si vous n'êtes pas prête. » Manon regarda Louis qui revenait vers elles en trottinant, son visage poupin illuminé par la joie simple de l'enfance. Ce petit être lui avait appris que les liens les plus forts ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux que l'on forge jour après jour, dans les petits gestes d'amour et de confiance. « Je suis prête, » dit-elle finalement, une certitude tranquille dans la voix. « Quand revient Philippe ? Ce soir, Claire sera avec lui. » Manon hocha la tête, sentant un mélange d'appréhension et d'espoir l'envahir. Ce soir, elle rencontrerait sa mère. Ce soir, une partie du puzzle de sa vie trouverait peut-être sa place. Louis arriva à leur hauteur, les joues rouges d'excitation. « Maman, Nono, j'ai vu des fourmis qui construisent une maison. » Mathilde sourit et souleva son fils pour le poser sur ses genoux. « C'est formidable, mon chéri. Et sais-tu quoi? Ce soir, tu vas rencontrer quelqu'un de très spécial. » Louis regarda avec curiosité. « Qui ça ?»« La maman de Nono, » répondit doucement Mathilde. « Elle s'appelle Claire. » Louis tourna son regard vers Manon, ses grands yeux bleus emplis de cette sagesse étonnante que possèdent parfois les enfants. « Comme moi j'ai une maman, Nono aussi a une maman. »« Oui, mon cœur, » répondit Manon, la gorge serrée par l'émotion. « Tout le monde a une maman, même si parfois on ne la connaît pas. » Le petit garçon sembla réfléchir intensément à cette information, puis hocha la tête avec conviction. « Je vais lui faire un dessin, » décida-t-il, « pour lui dire bonjour. » Cette simplicité enfantine, cette acceptation immédiate et cette générosité spontanée émurent profondément Manon. Si seulement les adultes pouvaient conserver cette pureté de cœur, cette capacité à accueillir sans jugement. La journée s'écoula dans une attente fébrile. Manon passa des heures à réfléchir à ce qu'elle dirait à Claire, à ce qu'elle ressentirait en la voyant. Colère, tristesse, joie, probablement un mélange de tout cela. Pour s'occuper l'esprit, elle aida Louis à réaliser son dessin pour Claire. Avec application, le petit garçon traça des formes colorées qui, selon lui, représentaient Manon lui-même et cette mystérieuse grand-mère qu'il n'avait encore jamais vue. « C'est nous qui faisons un câlin », expliqua-t-il avec sérieux, en montrant 3 silhouettes aux bras démesurément longs, entrelacés dans ce qui ressemblait effectivement à une étreinte collective. « C'est magnifique, Louis, » murmura Manon, touchée par la vision simple et pourtant profonde de l'enfant. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa descente, parant le ciel de teintes orangées, Antoine vint informer Manon que la voiture de M. Beaumont venait de franchir le portail du domaine. Le moment était venu. Manon, qui avait revêtu une simple robe d'été couleur lavande, sentit son cœur s'emballer. Debout dans le grand salon, les mains moites et la gorge sèche, elle attendait ce qui lui semblait être le rendez-vous le plus important de sa vie. Mathilde se tenait à ses côtés,
Louis dans les bras. La présence de l'enfant apportait une touche de légèreté bienvenue dans cette atmosphère chargée d'émotions. La porte s'ouvrit finalement. Philippe entra le premier, le visage empreint d'une émotion contenue. Derrière lui, hésitante, se tenait une femme d'une quarantaine d'années. Claire. Le temps sembla se figer pour Manon. Elle détailla avidement ce visage inconnu et pourtant étrangement familier. Claire avait les mêmes yeux qu'elle, le même front, la même façon de tenir légèrement la tête inclinée. Ses cheveux bruns étaient striés de gris précoce et des rides marquèrent les contours de ses yeux et de sa bouche, témoins silencieux d'une vie difficile. Mais malgré ces marques du temps, il y avait en elle une beauté particulière, une force tranquille qui transparaissait dans son regard. « Manon », dit simplement Claire, sa voix légèrement tremblante. Ce seul mot, son prénom prononcé par cette femme qui lui avait donné la vie, déclencha en Manon une avalanche d'émotions. Toutes les questions qu'elle avait préparées, tous les reproches qu'elle avait imaginés, toutes les phrases soigneusement répétées s'évanouirent. Ne resta qu'une vérité simple et brute. Cette femme était sa mère, et malgré tout ce qui les séparait, malgré les années perdues, un lien indéfectible existait entre elles. Sans réfléchir, guidée par une impulsion plus forte que la raison, Manon franchit la distance qui les séparait et prit Claire dans ses bras. L'étreinte fut d'abord maladroite, hésitante, puis se transforma en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Les larmes coulèrent, silencieuses, lavant une partie de la douleur accumulée au fil des années. « Je suis désolé, » murmura Claire contre ses cheveux. « Si j'avais su que tu étais vivante !»« Je sais, » répondit simplement Manon. « Je sais maintenant. » Elles se séparèrent légèrement, s'observant à travers le voile de leurs larmes. Tant de choses à dire, tant d'années. À rattraper, Nono, c'est la dame du dessin. La voix claire de Louis brisa la tension émotionnelle. Le petit garçon, toujours dans les bras de Mathilde, observait Claire avec curiosité, son dessin fermement serré dans sa petite main. Manon sourit à travers ses larmes. « Oui, Louis, c'est Claire, ma maman. »« Comme maman et ma maman, » vérifia-t-il, en désignant Mathilde. « Exactement, » confirma Manon. Louis tendit son œuvre avec fierté. « J'ai fait un dessin pour toi. C'est nous qui faisons un câlin. » Claire prit le dessin avec des mains tremblantes, regardant tour à tour le petit garçon et Manon. « Merci, c'est magnifique, » dit-elle, visiblement émue par ce geste innocent et pourtant si profondément significatif. « C'est Louis, » expliqua Manon. « Le petit-fils de Philippe. C'est grâce à lui que tout a commencé. » Claire regarda l'enfant avec une expression indéchiffrable. « Ton père m'a raconté. Comment tu l'as trouvé, comment tu l'as sauvé, comment le destin t'a ramené. Vers ta famille, sans que personne ne le sache. Une histoire incroyable, n'est-ce pas ?» intervint Philippe, qui était resté en retrait, observant ces retrouvailles avec émotion. Trop incroyable pour être une simple coïncidence. Il s'approcha et, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris lui-même, prit Claire dans ses bras. L'étreinte fut brève mais intense, comme si à travers ce contact physique, il tentait de réparer 3 décennies d'absence et de remords. « Ma fille », murmura-t-il. « Ma petite fille ». Claire, visiblement bouleversée par ce geste, s'accrocha un instant à lui avant de se reculer légèrement. « Il nous faudra du temps, » dit-elle doucement. « Beaucoup de temps pour guérir, pour comprendre, pour pardonner. Mais je suis prête à essayer. »« C'est tout ce que je demande, » répondit Philippe avec une humilité qui contrastait avec son assurance habituelle. Mathilde s'approcha à son tour, Louis toujours dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, Claire, » dit-elle avec chaleur. « Je suis heureuse de découvrir que j'ai une sœur. » Pendant que les adultes échangeaient, Louis se pencha vers Claire, tendant ses petits bras. Avec une hésitation touchante, Claire le prit maladroitement, peu habituée à tenir un enfant. « Bonjour, Louis, » dit-elle doucement. « Tu vas rester avec nous ?» demanda le petit garçon avec cette franchise désarmante, propre aux enfants. Claire regarda Manon, puis Philippe et Mathilde, comme si elle cherchait une réponse dans leurs yeux. « Je ne sais pas encore, Louis, mais je viendrai te voir souvent si tu veux. »« Oui, » affirma Louis avec enthousiasme, « et tu pourras me raconter des histoires, comme Nono. » Cette simplicité enfantine allégea l'atmosphère, arrachant des sourires à tous les adultes présents. La conversation se poursuivit plus
naturellement autour d'un dîner préparé par Hélène, qui avait mis tout son cœur dans l'élaboration de ce repas spécial. Au fil des heures, Manon observait sa mère, buvant chaque détail, chaque expression, chaque intonation. Claire, lui, raconta des bribes de son histoire, sans phare ni embellissement. Sa vie après l'institution, les foyers d'accueil, sa grossesse précoce, sa lutte pour survivre. Comment elle avait finalement trouvé une forme de stabilité comme serveuse dans ce petit café de Nice, vivant modestement mais dignement. « J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose », confia Claire alors que la soirée avançait. « Une partie de moi que je ne pouvais pas définir. Maintenant je sais ce que c'était. C'était toi, Manon. C'était la famille que je croyais avoir perdue à jamais. » Ces mots simples et sincères touchèrent Manon au plus profond de son être. Elle comprenait ce sentiment, ce vide inexplicable qui l'avait accompagné toute sa vie, même dans les moments de bonheur. Lorsque Louis, épuisé par cette journée riche en émotions, fut emmené se coucher par Mathilde, Philippe sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu nuit que Manon reconnut immédiatement. « Claire, dit-il solennellement, ceci appartenait à votre mère, Élisabeth. Elle aurait voulu que vous l'ayez. » Il ouvrit l'écrin, révélant un médaillon identique à celui que portait Louis, à celui que Manon avait trouvé autour du cou du bébé dans la déchetterie. Le blason des Beaumont brillait sous la lumière douce des lampes. « Le médaillon familial », murmura Claire, reconnaissant visiblement le symbole. « Je me souviens, ma mère en portait un semblable sur les rares photos que j'ai pu voir d'elle. »« C'est plus qu'un bijou », expliqua Philippe. « C'est un symbole d'appartenance, de continuité. Chaque membre de la famille en reçoit un à sa naissance. » Claire prit délicatement le médaillon, le regardant avec une émotion visible. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, elle le tendit à Manon. « Il devrait être à toi, dit-elle simplement. Tu es la nouvelle génération, l'avenir de cette famille. » Manon hésita, puis secoua doucement la tête. « Non, il est à toi. Tu as été privé de ton héritage trop longtemps. Moi, j'aurai le mien quand le moment sera venu. » Philippe sourit, ému par cet échange. De sa poche, il sortit un second écrin. « En fait, j'avais prévu cette éventualité, » dit-il avec un clin d'œil. « Voici le vôtre, Manon. » Il lui tendit l'écrin. À l'intérieur se trouvait un médaillon identique, brillant comme s'il venait d'être créé. Avec des mains tremblantes, Manon le prit et le passa autour de son cou. Le poids du bijou contre sa poitrine était étrange, à la fois nouveau et familier, comme s'il avait toujours été destiné à se trouver là. Claire fit de même avec le sien, et pendant un instant, mère et fille se regardèrent, liées, non seulement par le sang et les épreuves partagées, mais aussi par ce symbole tangible d'appartenance. « Bienvenue à la maison », dit simplement Philippe, résumant en 3 mots tout ce que représentait ce moment. Plus tard, dans la soirée, alors que Claire s'était retirée pour se reposer dans la chambre préparée à son intention, Manon sortit dans le parc. La nuit était douce, étoilée, comme pour célébrer cette journée extraordinaire. Assise sur le banc où plus tôt elle avait appris la nouvelle de l'arrivée imminente de sa mère, elle respirait l'air parfumé du jardin, laissant les émotions de la journée se décanter en elle. « Puis-je vous tenir compagnie ?» Philippe se tenait à quelques pas, l'air incertain, presque timide, lui qui d'ordinaire imposait sa présence avec une assurance naturelle. « Bien sûr, » répondit Manon, en se décalant pour lui faire une place. Ils restèrent silencieux un moment contemplant le ciel étoilé au-dessus du parc paisible. « Vous savez, dit finalement Philippe, je n'ai jamais cru au hasard. Mais je n'avais jamais vraiment cru au destin non plus jusqu'à maintenant. » Manon tourna son regard vers lui, l'invitant à poursuivre. « Pensez-y, continua-t-il, de tous les endroits où Louis aurait pu être abandonné, c'est dans cette déchetterie sur votre chemin qu'il s'est retrouvé. De toutes les personnes qui auraient pu le trouver, c'est vous, ma petite fille, dont j'ignorais l'existence, qui l'avez sauvé. » Il secoua la tête comme incrédule face à cette série de coïncidences. « Si ce n'est pas le destin, alors je ne sais pas ce que c'est. » Manon sourit doucement. « Louis dit que c'est de la magie. » Philippe rit, un rire chaleureux qui illumina son visage fatigué. La sagesse des enfants, peut-être a-t-il raison après tout. Il sortit de sa poche une enveloppe qu'il tendit à Manon. « J'ai quelque chose pour vous. Un cadeau, si vous voulez bien l'accepter. » Curieuse, Manon ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un acte notarié. En le parcourant, elle comprit qu'il s'agissait des papiers d'adoption.
Je sais que vous êtes adulte, dit doucement Philippe, et que vous n'avez pas besoin d'être adopté légalement, mais je voulais que ce soit officiel, que le monde entier sache que vous êtes une Beaumont, par le sang et par la loi. Manon resta sans voix, touchée au-delà des mots par ce geste. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, ajouta-t-il rapidement. Je comprendrais parfaitement si vous préfériez garder votre indépendance, votre identité propre. C'est juste une proposition, une façon de reconnaître formellement ce que nous savons déjà dans nos cœurs. Manon regarda à nouveau les papiers, puis le médaillon qui brillait désormais autour de son cou. Une année plus tôt, elle n'était qu'une fille des rues, luttant chaque jour pour sa survie, sans passé ni avenir. Aujourd'hui, elle se découvrait un héritage, une famille, des racines. « J'accepte », dit-elle simplement, avec gratitude et humilité. Le sourire qui illumina le visage de Philippe valait tous les trésors du monde. Il prit sa main et la serra doucement, ce simple contact exprimant plus que de longs discours. « Il y a quelque chose que je voudrais vous demander en retour », ajouta Manon. « Tout ce que vous voudrez », répondit Philippe sans hésitation. « Je voudrais créer une fondation », expliqua-t-elle, « pour aider les enfants comme je l'étais, ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver leur louis dans une déchetterie. » Philippe la regarda avec fierté. « C'est une idée magnifique, Manon. Nous la créerons ensemble, si vous le voulez bien. » Ils scellèrent cet accord par une étreinte, grand-père et petite-fille, enfin réunis, après tant d'années d'ignorance mutuelle. Plus tard, alors que la nuit avançait et que le manoir s'endormait, Manon se retrouva seule dans sa chambre du pavillon. Debout devant le miroir, elle observait son reflet, le médaillon brillant sur sa poitrine, symbole de sa nouvelle identité. Manon Beaumont. Ce nom résonnait étrangement à ses oreilles, à la fois inconnu et profondément familier. Il lui faudrait du temps pour s'y habituer, pour intégrer pleinement cette nouvelle facette d'elle-même. Son regard se posa sur une photo encadrée sur sa commode. Louis et elle, riant aux éclats dans le parc un jour d'automne. Ce petit être, qui avait bouleversé sa vie, qui l'avait guidé sans le savoir vers son destin. Elle repensa au chemin parcouru depuis ce matin froid de novembre où elle avait entendu un faible pleur parmi les détritus. Comment un geste simple, guidé par l'humanité la plus élémentaire, avait pu transformer si radicalement sa vie. Peut-être Philippe avait-il raison, peut-être était-ce le destin, ou peut-être, comme le disait Louis, était-ce simplement de la magie. La magie des rencontres qui transforment, des liens qui se tissent au-delà du sang, des cœurs qui se reconnaissent malgré les épreuves et le temps. Quoi qu'il en soit, Manon savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois, elle accueillait l'avenir non pas avec crainte, mais avec espoir et gratitude. Car au fond, n'était-ce pas là le plus beau des destins? Non pas celui qu'on nous impose, mais celui qu'on choisit d'embrasser jour après jour, en ouvrant son cœur aux possibilités infinies de l'existence. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Manon et Louis vous a touché en plein cœur. Pour continuer à vivre des émotions aussi intenses, nous avons préparé une liste de récits tout aussi captivants que vous trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la beauté et la complexité de la vie. Dites-nous dans les commentaires quelle partie de l'histoire de Manon vous a le plus touché et restez à l'écoute pour nos prochaines créations. Nous vous attendons avec impatience pour notre prochain rendez-vous avec l'émotion.